La propriété est une notion complexe qui fait l'objet d'un encadrement strict par la loi française, puisqu'en fait, elle fait partie des valeurs défendues par le droit français et vient se confronter parfois à d'autres impératifs qu'il faut également protéger. Au-delà des généralités qu'on peut voir sur la propriété, il est question parfois d'applications particulières et c'est l'objet de la vidéo d'aujourd'hui puisqu'on va parler de la propriété commerciale qui s'appuie sur le fonds de commerce. Si tu ne me connais pas, je suis Camille, je suis enseignante en économie-gestion et diplômée notaire. Bienvenue ici dans l'Académie Mnémotactique, une école 100% gratuite où je t'aide à déchiffrer les différentes notions du droit et où nous allons travailler également la structure de ta réflexion pour que tu puisses répondre aux différents exercices juridiques. On va parler donc aujourd'hui de propriété commerciale et c'est parti. Tout d'abord, pour savoir ce qu'on entend par propriété commerciale, il faut partir du fonds de commerce. Il faut savoir qu'il n'y a pas de définition légale de ce qui constitue un fonds de commerce et donc c'est une construction qui a été élaborée à partir de ces éléments. Et donc on va lister finalement les différents éléments du fonds de commerce. De façon classique, on va distinguer deux types d'éléments dans le cadre du fonds de commerce, les éléments dits incorporels et les éléments corporels. Donc je rappelle, les éléments incorporels, c'est des éléments qui sont pas palpables. Les éléments corporels, c'est des éléments matériels qu'on peut appréhender dans la vie courante. Au niveau des éléments, des biens qui sont meubles incorporels, on va commencer en fait par ces éléments-là puisque c'est les éléments majeurs. D'ailleurs, petite précision, quand on veut définir ce qu'est le fonds de commerce, dans son ensemble, on le considère comme un bien majoritairement incorporel puisque ces éléments principaux sont des biens meubles incorporels. Donc si je devais donner une définition, le fonds de commerce finalement ça va être un ensemble d'éléments meubles qui sont donc à la fois corporels et incorporels et qui sont organisés, harmonisés, assemblés en vue d'exploiter une activité commerciale. Alors comme je le disais, on va commencer par les éléments incorporels. Pourquoi ? Parce qu'en fait c'est les éléments majeurs et c'est à partir de ça qu'on va pouvoir déterminer qu'il y a un fonds de commerce. Alors, au niveau des éléments incorporels, l'élément majeur, d'ailleurs tellement majeur que je vais changer de couleur, le premier élément est la clientèle. Si on devait expliquer ce qu'était la clientèle, ça va être l'ensemble des personnes qui viennent habituellement ou occasionnellement dans le commerce, auprès de ce commerçant-là, pour s'approvisionner. Donc si on doit retenir, on a dit l'ensemble, donc ça c'est le signe ensemble, mathématique, des personnes qui s'approvisionnent régulièrement ou occasionnellement auprès d'un commerçant. Donc évidemment d'un commerçant spécifique, du commerçant pour lequel on veut déterminer s'il y a un fonds de commerce. Je change à nouveau de couleur. Concernant la clientèle, en fait, la définition ne suffit pas, finalement, régulièrement, comme à chaque fois régulièrement en droit. Il a fallu, en fait, établir des critères pour pouvoir déterminer si réellement il y avait une clientèle, et donc si, effectivement, elle pouvait donc donner lieu à l'existence, enfin, en tout cas, justifier l'existence d'un fonds de commerce. Et donc, en fait, vous avez deux critères cumulatifs qui doivent être remplis. Le premier, c'est qu'il faut que la clientèle soit réelle et certaine. Et le deuxième critère, c'est qu'il faut qu'elle soit personnelle. Alors, quel est l'intérêt de cette distinction ? Je vous l'ai dit, en fait, on va distinguer ce qu'on appelle une propriété commerciale, une propriété. Donc, comme son nom l'indique, en fait, c'est le droit le plus absolu sur l'exercice finalement d'un fonds de commerce. C'est ça la logique qui est derrière. Donc, en fait, il va falloir déterminer pour quelles raisons les consommateurs viennent consommer. Et donc, en fait, des fois, on va se rendre compte que la consommation qui se fait à tel endroit n'est pas faite compte tenu de la personne et du commerce en lui-même, mais plutôt compte tenu des circonstances. Et donc, en fait, que si ce commerçant-là était placé ailleurs, finalement, il n'aurait pas de clientèle propre. Donc, sur le caractère réel et certain, c'est simplement qu'une clientèle potentielle ne suffit pas. Donc, en fait, quand vous faites un business plan, par exemple, vous allez déterminer quelles sont les personnes qui peuvent éventuellement être touchées par vos produits, qui est-ce qui est concerné, quelle est la cible, est-ce que c'est des produits qui concernent la jeunesse, est-ce que c'est des produits qui concernent les parents, est-ce que c'est des produits qui concernent les ménages, les professionnels, etc. Donc ça, c'est une clientèle qui est potentielle. Pour autant, tous ces clients-là ne vont pas forcément venir s'approvisionner chez vous. Donc, la clientèle n'est constituée que
à partir du moment où elle est réelle. Donc il faut qu'il y ait une consommation réelle et finalement l'existence de la clientèle naît à partir du premier consommateur puisqu'on a bien indiqué que ça pouvait être des personnes qui vont s'approvisionner occasionnellement chez vous et elle disparaît dès lors que le dernier client ne s'approvisionne plus chez vous. Donc il faut vraiment qu'il y ait plus personne qui s'approvisionne pour que la clientèle disparaisse. Ensuite, sur le deuxième critère qui est fondamental, on parle de clientèle personnelle. C'est un peu ce que j'expliquais à l'instant. C'est-à-dire qu'il faut que la clientèle soit directement rattachée au fond du commerçant qui nous intéresse. Donc au niveau du détail, par rapport à ce qui a pu être dit par la jurisprudence, par exemple, la question s'est posée dans le cadre d'une galerie commerciale, est-ce que la clientèle qui vient est une clientèle qui est personnelle ? Alors, sauf cas particulier, mais en principe, on a tendance à dire que non, puisque les clients qui viennent dans le cadre d'une galerie commerciale viennent pour la galerie commerciale et ne se déplacent pas spécifiquement pour une des marques qui est à l'intérieur. Donc en fait, les clients sont clients de la galerie et non pas spécifiquement des marques qui sont à l'intérieur. Concernant les franchisés, en revanche, globalement, on a plutôt tendance à dire qu'il y a une clientèle spécifique parce que certes, à la base, elle vient pour un nom de marque, mais en revanche, derrière, sur ce qui est justifié en jurisprudence, on a tendance à dire que, en principe, les gens viennent aussi pour la qualité du service local, la gentillesse des personnes dans le cadre du magasin, etc., etc. Ensuite, on retrouve également, donc dans les éléments, même si je reprends ma couleur bleue, c'est bien un élément supplémentaire, c'est juste que ça vient s'ajouter à la clientèle. On a l'enseigne, donc ça va être par exemple la forme de l'enseigne, le logo, les couleurs, etc., qui sont choisis pour mettre en valeur l'entreprise. Finalement, quel est l'intérêt ? Finalement, l'enseigne, ça va être le signe extérieur visible en fait pour les consommateurs qui vont permettre d'identifier et d'individualiser l'entreprise, le commerce par rapport à d'autres au niveau du secteur, et ça permet aussi d'identifier sa localisation géographique. Elle va être éventuellement donc cédée ou louée avec le fonds de commerce et elle est protégée aussi notamment par l'usurpation, donc par le fait que vous n'avez pas le droit d'utiliser l'enseigne d'une autre entreprise, ce qui créerait de la confusion auprès des consommateurs et donc ce qui pose un problème de concurrence. On verra ça, vous pouvez aller consulter d'autres vidéos qui parlent de ce sujet-là. Dans cette idée-là, donc dans l'idée aussi de l'enseigne, vous avez donc le nom commercial qu'il faut distinguer du nom, en fait de la dénomination sociale donc juridique. La dénomination sociale, c'est le nom que vous avez dans les documents, mais c'est pas nécessairement le nom par lequel les clients en fait connaissent la marque. Si je donne un exemple, justement quand vous êtes en franchise, vous avez un nom commercial qui est le nom de marque et vous avez la dénomination sociale juridique qui est en fait le nom de la société que vous allez créer. Donc par exemple, vous pouvez avoir une société qui s'appelle le McDo et vous allez avoir vous la création de votre entreprise qui s'appelle Dupont quelque chose parce que c'est votre nom de famille. Et donc là, vous avez donc une distinction entre les deux. Là, pour le coup, associé au fonds de commerce, puisqu'on parle de propriété commerciale, on parle bien du nom commercial, donc c'est-à-dire le nom par lequel les consommateurs connaissent l'entreprise. Comme ce qu'on disait sur l'enseigne, c'est un élément du fonds de commerce, donc en fait, le nom commercial est cédé éventuellement avec le fonds de commerce. Et là aussi, il est protégé au titre du droit de la concurrence, donc vous n'avez pas le droit d'utiliser le nom commercial d'une autre entreprise, puisque ça pose un problème de confusion dans l'esprit des consommateurs. Ensuite, vous avez l'achalandage. Il s'agit là pour le coup des clients potentiels que vous pouvez avoir compte tenu de votre notoriété, de la mise en valeur de vos produits, etc. Vous avez aussi les droits de propriété intellectuelle qui font l'objet d'une autre vidéo, donc je vous invite à aller la voir. Ce sera un sujet spécifique, il y a énormément de choses à en dire. Et donc enfin, vous avez le droit au bail commercial. Je ne m'étends pas sur le sujet pour le moment puisqu'on va venir le développer par la suite. Là aussi, il y a énormément de choses à dire. C'est vraiment un point majeur aussi pour comprendre en fait le fonctionnement du fonds de commerce. Simplement, si on doit le définir, il s'agit du droit d'occupation des lieux. Donc c'est un contrat de location entre le bailleur, donc qui est propriétaire des murs. Donc déjà ça, je repars en arrière, mais ça concerne la situation où vous êtes titulaire du fonds de commerce, donc vous réalisez une activité. En revanche, vous n'êtes pas propriétaire des murs. C'est pas toujours le cas. Vous pouvez être propriétaire des deux, donc c'est-à-dire être propriétaire du local et en plus être propriétaire du fonds de commerce. Si jamais ce n'est pas le cas, que vous êtes du coup locataire, que vous demandez à exercer une activité commerciale
dans le local de quelqu'un d'autre, vous avez donc, dans le cadre du fonds de commerce, un droit au bail commercial, encore une fois qu'on viendra juste détailler ensuite, et donc c'est un contrat de location qui est fait entre le propriétaire des murs et le locataire, qui est donc le preneur à bail, et qui est aussi le commerçant qui réalise l'activité commerciale. C'est en vertu de ce droit au bail que vous avez le droit d'occuper les lieux et du coup d'exercer votre activité commerciale. Ensuite, donc je poursuis, on a dit qu'on avait des éléments donc principalement incorporels, mais également des éléments corporels. On va faire comme ça d'ailleurs pour qu'on arrive à identifier le titre du reste. Dans les éléments corporels, vous en avez en fait deux types principaux. Là, pour le coup, vous irez le re-ranger dans les catégories, notamment comptables, puisqu'en fait, vous allez voir que c'est deux catégories bien distinctes. Donc, comme en général, c'est plus votre sujet que le mien, je vous laisse avec cette partie-là. Mais vous avez dans un premier temps donc le matériel, donc globalement qui va correspondre aux immobilisations que vous avez. Donc, vont se retrouver dans le matériel, les équipements, donc en fait toutes les machines éventuellement dont vous allez avoir besoin pour réaliser votre activité, tout ce qui concerne aussi la conception, la réalisation de vos bureaux, donc le matériel informatique, le mobilier, etc. Et vous allez aussi, en plus, pour le coup, avoir de l'outillage. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui vous sert à la réalisation de l'activité. Et on a un deuxième élément corporel qui fait partie de votre propriété commerciale, ça va être les marchandises. Donc là, pour le coup, je viens pas le détailler particulièrement, vous avez bien compris ce que ça recouvre, donc globalement, ça va être le stock. Donc ici, on a développé les éléments contenus dans le fonds de commerce. Donc comme vous avez des éléments inclus dans le fonds de commerce et que l'objectif, on l'a dit, c'est de protéger la propriété commerciale, vous avez donc derrière des mécanismes de protection. Alors vous en avez principalement deux qu'on va détailler tout de suite. Le premier élément de protection qui vise là pour le coup à protéger davantage la clientèle, ça va être l'action, comme ça, un peu de cohérence, en concurrence déloyale. Alors en principe, il y a d'autres mécanismes aussi que vous risquez de voir dans le cadre de l'économie, qui sont des mécanismes en fait qui concernent davantage le marché. Là, ce dont on va parler, c'est vraiment des mécanismes individuels qui visent à protéger le droit de propriété commerciale et donc en général la clientèle qui y est associée. Donc la première action, je disais, c'est donc l'action en concurrence déloyale qui va en fait, en termes de fonctionnement, se baser sur un autre mécanisme qui est développé dans une autre vidéo. C'est le mécanisme classique en fait de la responsabilité civile extra-contractuelle. Donc en fait, pour faire un bref historique, ce qui s'est passé, c'est que du coup, on avait d'un côté finalement les protections et les enjeux de protection liés à la concurrence d'un point de vue économique, et on avait un mécanisme juridique bien rodé qui était déjà existant, qui était celui de la responsabilité civile extra-contractuelle. Donc simplement pour vous éviter d'aller voir l'autre vidéo, même si ce sera sans doute plus détaillé, mais pour faire simple, c'est donc une situation dans laquelle il n'y a pas de contrat et pour laquelle, en revanche, comme il va y avoir un préjudice causé à une personne extérieure, il va y avoir réparation derrière par la personne fautive, donc celle qui est à l'origine du fait, en fait, qui a créé un préjudice. Donc ça, c'était le mécanisme classique qui intervient dans la vie de tous les jours. Je donne un exemple. Vous avez un accident de voiture, même si c'était pas volontaire de votre part, parce qu'il y a un préjudice de la victime en face de vous, vous avez l'obligation de réparation. Ça, c'est la base. L'idée, c'est que du coup, on a transposé, on a adapté en fait cette responsabilité civile extra-contractuelle aux relations des affaires, et donc en fait on a réexploité cette notion juridique existante et on a du coup créé un socle finalement qui maintenant là aussi est existant depuis des années et en fait qui en termes de contenu a permis de systématiquement sanctionner certaines situations qui, sur la base de la responsabilité délictuelle, est sanctionné pour un manquement en fait aux relations loyales des affaires. Donc simplement, en fait, comment ça fonctionne ? Comme la responsabilité délictuelle classique, vous avez 3 éléments obligatoires pour que l'action en concurrence déloyale fonctionne. La première chose, c'est un acte fautif, donc par une autre entreprise. Donc en fait, c'est ce qu'on disait, un manquement aux usages professionnels, et donc vous avez régulièrement les mêmes types de comportements qui sont sanctionnés. Donc vous avez par exemple le dénigrement, l'imitation,
la désorganisation de l'entreprise, constituée par exemple si vous recrutez tous ces directeurs commerciaux. Donc premier point, un acte fautif, donc il y en a d'autres, hein, mais voilà des exemples en fait de comportements qui sont considérés comme fautifs. Et donc vous avez derrière un préjudice et vous avez un lien de causalité entre les deux qui sont donc les conditions classiques de la responsabilité délictuelle. Je fais une toute petite parenthèse, donc sur le préjudice, il faut que il y ait un dommage subi, en fait, que vous soyez victime du résultat de la campagne de dénigrement, de l'imitation qui a été réalisée. Je donne toujours le même exemple. Si vous voyez pas de quoi je parle, vous pouvez aller regarder sur les réseaux sociaux et Internet. Mais vous avez régulièrement en fait une campagne sur les marques de fast-food en fait qui se moquent l'une de l'autre et vice versa et qui se répondent en fait par campagne interposée. Sauf erreur de ma part, il n'y a pas eu d'action en fait sur ces sujets-là. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'en fait, a priori, il n'y a pas de préjudice. C'est-à-dire que comme ça fait rire les consommateurs, finalement, ça fonctionne un peu pour les deux marques et j'ai plutôt tendance à penser que ça fait augmenter leur chiffre d'affaires. Si je me trompe, n'hésitez pas à aller regarder sur Internet, à me le mettre en commentaire, mais j'ai l'impression qu'en termes de campagne de communication, c'est plutôt quelque chose qui est lucratif pour les deux entreprises, donc je ne pense pas pour le coup que ça pourrait être sanctionné sur ce terrain-là, puisqu'il n'y a pas de préjudice. En revanche, à l'inverse, si l'une des deux marques subissait la campagne de dénigrement, à ce moment-là, il pourrait y avoir une action. Je fais une toute petite parenthèse sur ce sujet-là. Le dénigrement, on n'est pas sur de la diffamation ou de la calomnie, etc. Donc en fait, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de dénigrer un concurrent quand bien même ce que vous dites est vrai. Ce qui pose problème, c'est le fait que c'est pas loyal dans les affaires. Autrement dit, on considère que si vous êtes meilleur, le seul fait d'être meilleur suffit à ce que vous captiez la clientèle et qu'en fait, vous n'avez pas besoin de dénigrer quelqu'un en face. Ça fonctionne aussi dans la vie, dont acte. Appliquer éventuellement le conseil dans d'autres situations, ça marche aussi. Donc première situation, je disais donc l'action en concurrence déloyale. Donc dans cette situation-là, on est sur une action qui est civile. On l'a dit, hein, responsabilité civile extra-contractuelle. Donc l'objectif, c'est la réparation de la victime. Vous avez également une deuxième action qui est l'action en contrefaçon, qui là aussi va venir protéger en fait votre droit de propriété. J'en parle un petit peu, mais j'en reparle en fait dans la vidéo sur les droits de propriété intellectuelle. Donc déjà, il y a deux choses à dire, c'est que l'action en contrefaçon, elle est à la fois civile et pénale. Je refais une brève parenthèse entre les deux. Qu'est-ce que ça veut dire ? La vocation en fait entre la réparation civile et la sanction au pénal n'est pas la même. D'ailleurs, finalement, vous avez déjà la réponse dans les termes que je viens d'utiliser. Dans le cadre du pénal, on est dans une logique qui est punitive, c'est-à-dire qu'en fait, on veut sanctionner un comportement qu'on considère contre les valeurs en fait de la société et le fonctionnement normal et commun en fait de la société. Au niveau du civil, on est sur la réparation, donc en fait l'objectif c'est de dire à partir du moment où on a fait une victime, que ce soit volontaire ou pas d'ailleurs, il y a réparation de ce qu'on a pu causer comme tort à autrui. Ici donc l'action en contrefaçon, c'est une seule action mais on considère qu'elle a vocation à la fois de réparation et aussi une vocation punitive puisqu'on considère que la contrefaçon c'est contraire à l'éthique des affaires et donc que ça porte préjudice à la concurrence, ce qui est une valeur défendue par le droit français. Comment ça se sanctionne ? Donc, première chose, vous avez la sanction pénale, donc sanction de base qui est de 4 ans plus 400 000 € d'amende. Là aussi, je fais une brève parenthèse pour vous expliquer comment ça fonctionne au pénal. On a le principe, ce qu'on appelle de la légalité des peines, et donc en fait, il est impossible de sanctionner au-delà de ce que le droit a jugé valable en fait comme sanction. Autrement dit, dans le code pénal, vous avez à chaque fois et passible de et passible de. Donc en fait, c'est un maximum, autrement dit, c'est un plafond qui a été fixé par l'État. Et donc à chaque fois quand vous avez une affaire qui est jugée, quand le délit est constitué, quand le crime est constitué, bref, quand l'infraction de façon générale est constituée, l'État français a la possibilité de sanctionner entre 0 et le plafond qui a été fixé. La situation dans laquelle on pourrait avoir dépassement,
dépassement de ce plafond, ce serait la situation où on a ce qu'on appelle des circonstances aggravantes. Donc dans ce cas-là, en fait, il y a des possibilités en fait de majorer les peines qui ont été prévues comme peine initiale. Le cas le plus connu finalement de circonstances aggravantes, c'est la récidive. En cas de récidive, vous êtes sanctionnable plus haut que ce qu'a prévu la peine initiale si c'était la première fois que vous réalisiez cette infraction. Je suis désolée si c'est un peu simpliste, surtout que les pénalistes ne m'en tiennent pas rigueur. L'idée est juste que ce soit à peu près clair dans votre esprit. Donc d'un point de vue pénal, on disait donc 4 ans plus 400 000 euros éventuellement d'amende. Donc et où, là aussi c'est le juge qui choisit, donc il pourrait y avoir que l'emprisonnement, que de l'amende, ou les deux. Quoi qu'il en soit, c'est le maximum possible. Vous avez aussi des sanctions donc secondaires, annexes en fait, qui peuvent s'y ajouter. La première chose, c'est du coup des dommages à intérêts. Donc là en fait, qui ont vocation vraiment à réparer le préjudice. Donc on va évaluer quel est le montant du préjudice, quelle est la quantité de clientèle perdue, le nombre d'affaires perdues, etc. Et donc vous allez avoir un montant qui est fixé par le juge par rapport à différents critères. Ensuite, vous avez la demande de cessation du comportement fautif. Donc sanctionner pour ce qui a été fait, c'est bien, mais pour l'entreprise de base qui, elle, a fait les choses correctement, il y a le fait de dire, en fait, arrêtez aussi de copier mes produits, mon nom de marque, etc. Vous avez éventuellement la confiscation des produits et ou la destruction, notamment donc des produits, mais aussi du matériel qui a été utilisé pour créer ces produits-là. Et enfin, vous avez éventuellement la publication du jugement. L'idée est un peu de rétablir la vérité et de redonner ses lettres de noblesse à celui qui était victime. Parce que quand vous avez fait l'objet d'une campagne de dénigrement, peut-être que les consommateurs ont cru que ce qui était dit est vrai. D'ailleurs, encore une fois, ça pouvait être vrai. Mais du coup, l'idée derrière, c'est un peu de rétablir l'équilibre en disant attention, puisque une autre entreprise a abusé de son droit et finalement, l'entreprise initiale a été victime d'un comportement qui n'était pas éthique. Donc, ça permet peut-être de rétablir un petit peu la clientèle, en tout cas de remettre les choses dans le bon sens et d'identifier la victime comme étant victime, ce qui parfois est suffisant à ce que les consommateurs reviennent. Pas toujours, mais ça peut être un élément supplémentaire. Donc par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, il est question donc de la nature globale du fonds de commerce, non pas en tant que tel, mais par rapport aux possibilités que ça va donner en fait aux propriétaires du fonds. La première chose à dire, et vous le voyez très bien, c'est que c'est un ensemble de biens. Donc même si c'est un peu abusif, mais simplement c'est pour que ce soit clair en termes de compréhension, c'est un peu comme quand on parle de l'universalité de biens de droit, quand on parle du patrimoine. Le patrimoine, c'est bien une entité, une chose, qui est composée de plein d'éléments. Le fonds de commerce, c'est un peu la même idée. C'est-à-dire que c'est un ensemble de biens meubles, à la fois incorporels et corporels, et donc du coup, ça va entraîner plusieurs choses. La première chose, c'est que du coup, en tant que tel, vous pouvez considérer donc le fonds de commerce comme un ensemble, une seule entité, ce qui va vous permettre dans certaines situations, donc de céder, transmettre, créer, du coup, le fonds de commerce dans son entièreté avec les différents éléments qu'il compose. Donc, autrement dit, en tant qu'ensemble de biens, je vais avoir la possibilité de le vendre, de le louer, de le donner en garantie, de l'intégrer dans le cadre d'une société en une seule opération, puisqu'on considère que c'est un ensemble. Deuxième chose, ça a beau être un ensemble de biens, donc on l'a dit tout à l'heure, je le renote quand même, c'est un ensemble de biens, si on devait le caractériser, on le considère globalement comme un bien meuble, tout seul, donc l'ensemble lui-même est un bien meuble incorporel. Donc on l'a dit, comme vous avez différents éléments et comme on voit, même visuellement en fait, c'est assez flagrant que les éléments incorporels sont majeurs, d'autant plus que finalement la base c'est la clientèle, on considère à lui tout seul que l'ensemble est un bien meuble incorporel. Pour autant, comme c'est un ensemble de biens, ça veut dire aussi donc qu'il est distinct des éléments qu'il compose, mais que les éléments qu'il compose existent en fait en dehors du fonds de commerce. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, on va pouvoir le découper, le décortiquer, le démembrer comme vous voulez, mais vous allez donc pouvoir ne céder qu'une partie du bien si ça concerne
si ça constitue en fait une branche spécifique d'activité. Première chose, donc autrement dit, dans le cadre de l'activité du fonds de commerce, si vous avez plusieurs éléments, si vous pouvez distinguer par exemple plusieurs clientèles autonomes, vous pouvez découper le fonds de commerce en différentes parties. Première chose. Autre chose, un élément du fonds de commerce peut également être cédé de façon indépendante. Par exemple, au titre du droit des marques, vous avez le droit de céder votre marque, votre nom commercial, sans pour autant céder le reste. De la même manière, à l'inverse, vous avez la possibilité de céder le fonds commercial, mais en revanche, d'en conserver certains éléments. Donc c'est finalement la négociation qui va déterminer quels sont les éléments qui vont rentrer dans cette négociation-là. Finalement, il y a deux choses principales qui sont forcément associées au fonds de commerce. La première étant la clientèle, on en a suffisamment parlé. La deuxième étant dans la situation dans laquelle vous êtes locataire, le droit au bail commercial. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les règles principales qui concernent le bail commercial sont d'ordre public. Autrement dit, les parties au contrat de bail commercial n'ont pas la possibilité de choisir de faire différemment. Elles s'imposent aux parties, c'est impossible de déroger à certaines des dispositions concernant le bail commercial. Donc reprenez bien les éléments si jamais vous avez besoin des schémas. Je me permets, du coup, je vais effacer cette partie-là puisqu'on va venir détailler ce qui concerne le bail commercial. Alors, c'est parti pour détailler les informations, les éléments essentiels concernant le droit au bail commercial. Donc finalement, comme tout à l'heure, c'est pas l'élément principal, mais comme tout à l'heure, on va pouvoir aussi le mettre en couleur, puisque finalement, il y a des choses fondamentales qu'il faut retenir. Et d'un point de vue purement pratique, quand vous êtes dans la situation d'un cas pratique qu'il va falloir gérer, etc., quand vous avez des éléments qui concernent un fonds de commerce, les points de discussion concernent souvent le droit au bail commercial ou l'existence de la clientèle, ce qui paraît logique. Alors, concernant le bail commercial, je reviens déjà sur un fondamental, mais finalement on l'a déjà identifié tout à l'heure. Comment je dois expliquer ce qu'est un bail commercial ? C'est un contrat de location entre le propriétaire des murs et le propriétaire du fonds de commerce, qui lui va être donc locataire des murs. Le point de départ déjà, c'est qu'il y a des conditions pour qu'on considère que le bail réalisé est un bail commercial et donc que le régime du bail commercial s'applique et donc s'impose, je disais, pour ces dispositions principales. Les conditions sont celle-ci. Première chose, il faut que le locataire, preneur à bail donc, ça c'est le terme juridique en fait, il y a le propriétaire et il y a le preneur à bail, soit commerçant. La deuxième condition, c'est qu'on est un propriétaire de l'immeuble. Donc c'est le terme juridique pour un bien immobilier. Donc ça peut être un local dans un immeuble, justement, ça pourrait être une maison, on parle quand même d'immeuble de façon générique. Donc qui soit différent, locataire, preneur, commerçant, un propriétaire de l'immeuble différent donc du locataire. Si vous êtes propriétaire des deux, vous faites pas un bail à vous-même. Et troisième condition, il faut que vous ayez donc un bien immobilier, un immeuble, dans lequel est exploité un fonds de commerce appartenant au locataire preneur. Donc je remets pas preneur pour une question de place, mais du coup vous avez bien compris. Dès lors que vous avez un locataire preneur qui est commerçant, donc qui exerce une activité commerciale, qu'il loue à un propriétaire un bien immobilier pour réaliser une activité commerciale pour laquelle il est propriétaire d'un fonds de commerce, à ce moment-là, vous avez donc le régime du bail commercial qui s'applique avec des conditions spécifiques qui visent, on le dit depuis le début, à garantir ce qu'on appelle la propriété commerciale. Donc ça peut paraître étonnant, mais qu'on comprenne bien ici, c'est-à-dire que vous avez deux droits de propriété qui se confrontent quelque part. Vous avez le droit de propriété du propriétaire du local, donc du propriétaire du bien immobilier, et vous avez le droit de propriété du propriétaire du fonds de commerce. Si je dois le dire de façon un petit peu simpliste, dans cette situation-là, on va favoriser l'exercice de l'activité commerciale, tout simplement parce qu'en fait, ça nous intéresse d'un point de vue société au niveau du fonctionnement de l'économie. Donc on a mis en place un certain nombre de garanties qui vont permettre de protéger
le locataire-preneur qui est donc propriétaire du fonds de commerce. Je fais un petit focus au niveau du fonds de commerce, puisqu'en fait, vous avez le fonds de commerce classique avec l'activité qui va être réalisée en boutique. Vous avez aussi l'existence d'un fonds de commerce de base qui peut être électronique, donc en fait qui est numérique, qui est virtuel si vous voulez. Donc la première chose à dire, c'est déjà que ça existe à partir du moment où vous avez, comme tout à l'heure on le disait, une clientèle qui est réelle et certaine et qui est personnelle, là où finalement dans la galerie marchande, on va considérer que globalement les clients viennent pour la galerie et non pas pour vous. Il faut déterminer si les clients qui viennent acheter vos produits viennent parce qu'ils sont clients d'une plateforme ou viennent parce que c'est vous. S'ils viennent parce que c'est vous et qu'en fait ils achèteraient chez vous, que ce soit sur cette plateforme-là ou une autre, à ce moment-là vous avez une clientèle personnelle. Si en revanche ils ne consomment chez vous que parce qu'ils sont clients de la plateforme, à ce moment-là du coup vous n'aurez pas de clientèle personnelle. Autrement dit déjà, lorsque vous avez un site internet qui est lui-même personnel, que vous dépendez pas d'une plateforme, pas on présume, mais en tout cas ce sera difficile de revenir sur le fait que vous avez une clientèle qui est personnelle, puisqu'en fait par définition elle vient sur votre site internet pour acheter vos propres produits. Là aussi donc un tout petit détail donc par rapport au fonds de commerce électronique, bien sûr qu'il y a les éléments classiques, mais vont se rajouter à ça des éléments qui sont liés au fait qu'on est dans une situation numérique. Donc vous avez par exemple le fait que rentre dans les éléments du fonds de commerce éventuellement donc le nom de domaine, c'est-à-dire le nom que vous allez indiquer, l'adresse en fait que vous allez indiquer sur internet pour pouvoir accéder au site. Et vous avez là aussi des droits de propriété intellectuelle qui sont pour le coup un peu différents puisque vous avez des possibilités de droits de propriété intellectuelle spécifiques, par exemple justement sur la création d'un site internet. Donc en fait vous avez des critères, mais bref, si en gros le site internet résulte d'une réflexion personnelle, que vous n'avez pas pris un modèle tout fait, un template par exemple que vous avez téléchargé et où vous avez simplement changé des éléments, si c'est le fruit d'une réflexion, d'une conception perso, à ce moment-là vous pourrez le protéger au titre des droits de la propriété intellectuelle. Je m'attarde pas plus là-dessus. Donc à partir du moment où vous avez donc ces trois éléments, on disait donc vous rentrez dans le socle, le régime en fait du bail commercial. La première chose à en dire en termes de conséquences, c'est que du coup, le bail est de 9 ans au moins. Ça fait écho avec... Bon, moi, un peu loupé. Ça fait écho avec ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va protéger le propriétaire du fonds de commerce pour qu'il puisse continuer à réaliser son activité commerciale dans les locaux. Alors, dans le cadre de ce bail, puisque vous voyez qu'il est contraignant, hein, quand même, je n'insiste pas, mais quand même, on parle quand même de 9 ans, vous avez des droits et des obligations, comme pour n'importe quel contrat, qui sont répartis entre les parties, donc entre le propriétaire bailleur et entre le locataire preneur qui est propriétaire du fonds. Au niveau du bailleur, la première chose qui paraît évidente, c'est qu'il y a une obligation de mettre à disposition du locataire commerçant le bien immobilier prévu au bail commercial. Vous avez aussi une obligation d'entretien. Ça, pour le coup, si vous êtes locataire dans un bien d'habitation, ça vous paraît pas étonnant puisque c'est pas au locataire à entretenir, à faire les travaux dans le bien. La seule chose, c'est que vous devez l'utiliser de façon raisonnable. Donc, il faut pas que volontairement ou involontairement d'ailleurs, mais par négligence ou de façon volontaire, vous détérioriez le bien pour lequel vous êtes locataire. Donc, je disais, le bailleur doit donc entretenir le bien, il doit donc effectuer les réparations qui incombent donc au propriétaire, par exemple réparation de la toiture, le fait de, j'en sais rien, mais un sol qui est abîmé qu'il faut changer, etc., etc. Il doit assurer une jouissance paisible au locataire, ce qui veut donc dire que, en fait, dans sa façon d'agir, il ne faut pas qu'il empêche le locataire d'utiliser le bien pour l'usage qui était prévu au bail. Il doit aussi garantir l'usage de la chose, puisqu'il y a une indemnisation obligatoire au titre des défauts qui existent sur le bien et qui empêchent
l'usage prévu. Donc ça, c'est un peu déjà ce que je vous disais. La dernière chose, c'est que le bailleur peut exercer ce qu'on appelle un droit de congé triennal. Donc en fait, déjà la première chose, c'est d'expliquer que donc le bail commercial a vocation à être stable, ce qui veut donc dire qu'on ne peut pas en sortir à n'importe quel moment. Donc déjà, de fait, vous avez une possibilité d'en sortir au bout de 3, 6 ou 9 ans. Et on va le détailler ensuite, mais au niveau du locataire, cette possibilité-là est large en fait. C'est un droit au niveau du locataire. Au niveau du propriétaire du bien, donc du bailleur, vous avez également un droit de congé triennal. Par contre, contrairement au locataire, il est beaucoup plus encadré. Autrement dit, il ne se fait pas du tout dans n'importe quelle condition, dans l'objectif de protection de la propriété commerciale. La première chose, c'est déjà que le bailleur ne peut donner congé que pour des motifs qui sont précis et qui sont limités. Si vous voulez le détail, vous le retrouvez à l'article L145-4 du Code de commerce. Donc, quelles sont les situations qui permettent au bailleur de mettre fin en fait au contrat de location? La première chose, c'est quand il y a construction ou reconstruction de l'immeuble existant. Ensuite, le fait qu'il y ait surélévation de l'immeuble, donc le fait de le construire différemment, on va dire. Le fait qu'il y ait des travaux qui soient autorisés de façon globale dans une opération globale de restauration immobilière. Et enfin, le fait qu'il y ait démolition de l'immeuble dans le cadre d'un projet lié à l'urbanisme, en fait. Donc ça, c'est les cas particuliers. La dernière situation, c'est que le bailleur va pouvoir également donner congé dans la mesure où il souhaite reprendre les locaux uniquement pour y habiter ou pour y reloger des proches. Donc vous avez une liste en fait de qui il peut réintégrer dans les locaux. Mais ça concernerait que la partie habitation quand vous avez un bail qui est mixte, c'est-à-dire un bail pour lequel il y a à la fois un usage commercial et à la fois un usage d'habitation. En revanche, on a des conditions qui sont extrêmement fixes, donc ça ce serait le premier cas. Donc soit quand le bail est mixte, deuxième circonstance, si vous voulez transformer le local commercial en local d'habitation. En revanche, dans cette deuxième circonstance, là aussi les conditions sont extrêmement restrictives pour éviter les abus en fait, c'est-à-dire de détourner l'objectif, de du coup mettre dehors un locataire qui a une propriété commerciale en invoquant la volonté de réhabiter dans le bien et finalement en n'ayant pas une réelle volonté d'y habiter, donc en utilisant ça simplement comme prétexte pour pouvoir sortir du bail commercial. Au niveau du locataire maintenant et des droits obligations, la première chose c'est que le locataire est censé exploiter le fonds, on l'a dit tout à l'heure, en personne raisonnable. Ça marche aussi pour le bail d'habitation, c'est-à-dire qu'il faut notamment suivre la destination, donc en fait l'activité pour laquelle le local est conçu et pour laquelle en fait, l'activité qui est inscrite tout simplement au bail commercial. Ensuite, l'obligation du locataire va être de payer le loyer, ça paraît évident, puisque c'est en vertu de ce paiement-là qu'il a le droit d'utiliser le local, et il a l'obligation de réaliser les dépenses locatives. Donc là, c'est juste une répartition effectivement de travaux et de charges qui sont à la charge du locataire ou à la charge du propriétaire. Enfin, donc au niveau des droits, on l'a dit, pour le bailleur, ça fonctionne aussi pour le locataire-preneur. Le locataire a le droit d'exercer son droit de congé triennal. Simplement, là aussi, il y a des conditions pour permettre au propriétaire de retrouver un nouveau locataire et de ne pas être pris au dépourvu, finalement de ne pas perdre d'argent dans le cadre de ces opérations-là. À savoir, première chose, donc concernant le paiement du loyer, c'est que vous avez une garantie spéciale qu'on appelle un privilège qui revient en fait au propriétaire bailleur. Et donc en fait, si jamais les loyers étaient impayés, il a une priorité pour se faire payer, notamment sur les biens meubles qui garnissent le local qui est loué. Alors, garni, c'est le terme juridique, c'est pas un truc farfelu de ma part, c'est parce que c'est le terme juridique qu'on utilise. Donc première chose, ce privilège, là pour le coup, on a une vidéo spécifique concernant les garanties, donc on en reparlera sans doute un petit peu à ce titre-là, mais sachez donc que le propriétaire a une priorité si jamais le locataire paye pas son loyer.
Autre chose donc concernant le loyer, il y a assez peu de contraintes en fait finalement concernant la fixation du loyer pour un bail commercial. Donc les parties sont libres de déterminer le loyer de base. En général, on se base sur ce qu'on appelle la valeur locative. Donc en fait, ça vous retrouvez des grilles et des informations de quelle est la valeur locative d'un bien, sachant que la destination du bien va changer cette valeur locative. Donc vous n'avez pas les mêmes montants pour des biens d'habitation que pour des biens à usage commercial. Ensuite, vous avez la possibilité de réviser le loyer tous les 3 ans. C'est une autorisation qui est prévue par la loi. Donc en fait, le bailleur ou le locataire peut demander la révision du loyer à l'échéance d'une période de 3 ans. Donc finalement, on rejoint aussi cette idée de, au bout de 3 ans, 6 ans, 9 ans, le locataire peut demander à sortir du bien. Donc au bout de 3 ans, 6 ans, 9 ans, il peut aussi demander à renégocier le loyer. La première chose, c'est déjà que vous avez une hausse du loyer qui est plafonnée en fonction d'un indice. Donc en fait, l'indice, c'est un indice de référence sur lequel on se base. Et donc en fait, on va regarder entre le moment initial de fixation du loyer et le moment de demande de révision, quelle est l'évolution de cet indice. Et donc en fait, vous ne pouvez pas augmenter le loyer au-delà de la variation. Je donne un exemple. Si on se rend compte que entre le bail initial et les 3 ans à laquelle le locataire demande la révision du loyer, l'indice a augmenté de 10%, vous n'avez pas le droit d'augmenter le loyer de plus de 10%. Au niveau des circonstances, à savoir que dans cette situation-là, vous avez malgré tout une exception, c'est que vous avez une possibilité de déplafonner le loyer, donc autrement dit, dans mon exemple, d'aller au-delà des 10%, quand il y a une modification significative en fait des conditions. Donc le fait que, par exemple, il y a une rue qui devienne piétonne, le fait qu'il y ait eu un changement au niveau des lignes de bus, de métro, de ce que vous voulez, qui fait que à l'inverse, tout le monde passe directement devant votre bien, le fait que il y a eu la mise en valeur d'une rue spécifique, sachant que vous êtes dans cette rue-là et que finalement vous savez qu'il y aura davantage de trafic, toutes ces circonstances-là peuvent amener à faire un déplafonnement. Il faut simplement justifier la modification significative des conditions par rapport aux conditions que vous aviez initialement au moment de la fixation du loyer. Ensuite, vous avez la possibilité de fixer dans le bail initial des conditions qui vont permettre de le modifier. Donc en fait, c'est-à-dire que vous vous mettez déjà d'accord sur comment le bail va pouvoir être modifié au-delà de ce que prévoit la loi, donc de ma fameuse modification au-delà des 3 ans. La première chose, c'est ce qu'on appelle la clause d'échelle mobile. Donc en fait, c'est une prise en compte qui est annuelle. Et il faut savoir que la plupart des baux commerciaux vont prévoir une indexation automatique. Donc en fait, tous les ans, il va y avoir une modification de votre loyer. La première chose, c'est que ça nécessite pas d'avenant, puisqu'en fait, elle dépend de la clause qui est insérée dans le bail initial. En revanche, si le loyer varie de plus de 25% par rapport au loyer initial à cause des conditions dans laquelle, des conditions fixées dans la clause, vous avez la possibilité de vous le contester et de demander du coup une révision du loyer en justice. Donc au-delà de 25%. Sinon, en fait, liberté contractuelle, les parties ont décidé dans le cadre du contrat les conditions de révision et donc en fait elles se fixent au contrat sauf à ce que ça augmente de plus de 25%. Ça varie de plus de 25%. Ensuite, vous avez des règles spécifiques qui interviennent à la fin du bail, donc en principe à la fin des 9 ans. Donc en fait, vous avez des conditions de négociation du loyer particulières au niveau des 9 ans. Et commençons par le commencement. Quand vous réalisez un bail commercial, quand l'activité commerciale va être fixée, vous avez donc au sein du bail le listing des activités qui sont autorisées au bail, et donc c'est défini d'un commun accord entre le locataire et le propriétaire. Vous avez en fait la possibilité, grâce à la liberté contractuelle, de choisir l'ampleur des activités qui peuvent être réalisées. Au minimum, vous avez une activité plutôt spécifique qui est indiquée au contrat. Au maximum, vous avez une clause qui est dite tout commerce, qui vous permet de faire n'importe quelle activité sans avoir du coup l'obligation de faire des demandes d'autorisation au bailleur en cas de changement d'activité.
C'est justement là où on en arrive maintenant. À partir du moment où vous avez une activité spécifique qui est déterminée au contrat, le locataire-preneur a ce qu'on appelle un droit à la déspécialisation, c'est-à-dire un droit au changement d'activité prévu au bail. Vous avez à ce titre deux types de déspécialisation, la déspécialisation simple et la déspécialisation totale. Concernant la déspécialisation simple, c'est le fait pour le locataire-preneur de réaliser, de demander à réaliser, en plus de l'activité initiale principale qu'il exerce, une activité qui va être dite connexe ou complémentaire. À partir du moment où vous réalisez ce type d'activité, connexe ou complémentaire, vous n'avez pas à demander une autorisation au bailleur, puisqu'en gros, on va considérer que c'est un prolongement de l'activité principale, et donc simplement vous informez le bailleur de la déspécialisation simple de votre contrat, avec donc des limites qu'on va évoquer tout de suite. La première chose donc à en dire à ce niveau-là, concernant l'activité la déspécialisation simple, c'est que au niveau donc des activités, on l'a dit, ça peut concerner soit une activité connexe, soit une activité complémentaire. L'intitulé même de ces types d'activités est sujet à discussion puisque c'est ce qui fait débat en jurisprudence et c'est ce qui fait parfois l'objet d'un litige puisque le locataire et le propriétaire ne sont pas d'accord sur cette qualification d'activité connexe ou complémentaire. Autrement dit, dans le cadre d'une volonté de changement d'activité, la première chose à faire, c'est du coup de démontrer, notamment dans le cadre d'un cas pratique, que vous êtes dans le cadre d'une déspécialisation simple. Pour ça, première chose à faire, vous allez devoir définir ce qu'est une activité connexe et ce qu'est une activité complémentaire. Concernant l'activité connexe, c'est une activité qui présente un lien étroit avec l'activité principale. Globalement, c'est des activités qui vont permettre d'utiliser le même type de compétences, le même type de matériel, etc. Donc ça va être par exemple un boulanger qui décide de faire par exemple de la pâtisserie supplémentaire. Ça utilise les mêmes types de compétences, ça utilise le même matériel, on va pouvoir considérer que c'est une activité connexe. Vous avez également des activités qui sont dites complémentaires. C'est des activités qui n'ont pas forcément les mêmes compétences, qui permettent pas de faire le même type d'activité, mais qui vont permettre de mettre en valeur l'activité principale et notamment qui vont lui permettre de s'adapter aux conditions modernes. Si je donne un exemple, alors c'est pas forcément le plus pertinent, mais vous avez énormément maintenant de commerces qui décident en plus de faire relais colis. Et donc du coup, vous avez la possibilité d'aller chercher vos colis dans ces activités-là. C'est pas l'activité principale qu'ils réalisent. En revanche, ça permet de vendre éventuellement leurs produits parce que les personnes qui viennent récupérer leurs colis vont en plus acheter dans ce commerce-là. À ce moment-là, on peut considérer que c'est une activité complémentaire qui permet de mettre en valeur leur activité principale. Donc la première chose, ça va être de démontrer en quoi la nouvelle activité réalisée est une activité connexe ou complémentaire. Et donc je le disais, l'intérêt dans cette situation, c'est que dans ce cas-là, on n'est pas dans une demande d'autorisation, on est dans une information au bailleur de la réalisation de ce type d'activité. Au niveau du bailleur, qu'est-ce qui se passe ? Déjà, le bailleur reçoit l'information de changement d'activité et donc, comme on est pas dans une situation où on lui demande son avis, simplement on l'informe, par principe, il n'y a pas de possibilité pour lui de s'opposer à la réalisation de l'activité. En revanche, vous avez deux exceptions. La première, finalement, vous l'avez un peu deviné en préambule tout à l'heure, c'est le fait de contester le caractère connexe ou complémentaire de l'activité. Le bailleur va pouvoir considérer qu'on n'est pas dans une activité qui est proche ou qui met en valeur la première activité, mais qu'on est bien dans un changement total, auquel cas la procédure est différente. Donc ça, c'est le premier cas où il peut s'opposer à l'activité. Deuxième situation, ce serait une situation que vous avez finalement dans les deux cas, où il va y avoir possibilité de refuser la déspécialisation pour un motif grave et légitime. Donc vous allez pouvoir avoir par exemple le fait que le locataire de façon répétée n'a pas payé les précédents loyers et de ce fait le bailleur va refuser un changement d'activité. En termes de conditions, si jamais le bailleur voulait s'opposer
à la déspécialisation partielle, il peut intervenir dans un délai de 2 mois et donc démontrer le motif légitime et sérieux pour l'opposition. Et donc dans les autres cas, si soit il conteste pas, soit il n'a pas de motif légitime, simplement il prend acte de la déspécialisation partielle. Autre situation, la déspécialisation totale. Donc là, on est bien dans un changement d'activité. Donc en fait, j'avais un local pour exercer mon fonds de commerce et mon activité. À ce moment-là, j'étais photographe et finalement, je fais une reconversion. Je décide d'être boulanger, sauf que le local dans lequel j'étais me convient bien. J'y suis à l'aise. Je trouve que la localisation est idéale et donc je voudrais pouvoir continuer à bénéficier de ce bail. À ce moment-là, je peux adresser une demande, cette fois de changement d'activité, donc dans le cadre de la déspécialisation totale à mon bailleur. Alors certes, on a une propriété commerciale qu'on protège, pour autant, en fait, le propriétaire des lieux peut pas être complètement mis de côté dans l'exercice de cette activité-là et dans les conditions dans lesquelles c'est réalisé. Donc, dans le cadre de la déspécialisation totale, pour que je puisse faire un changement d'activité, il faut répondre à un certain nombre de conditions. La première condition, c'est qu'il faut que le changement d'activité soit justifié par la conjoncture économique. En gros, pour faire simple, votre activité n'est plus rentable ou n'est plus assez rentable, vous voulez rationaliser et avoir des résultats qui sont meilleurs. À ce moment-là, sur cette base-là, vous pouvez demander un changement d'activité. Deuxième condition, il faut que ce soit compatible avec l'immeuble. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Déjà avec la destination de l'immeuble, autrement dit comment le bien immobilier est conçu et qu'est-ce qu'il est capable d'accueillir comme type d'activité, par rapport à son caractère aussi, puisque vous avez certaines contraintes liées parfois par exemple à l'urbanisme qui figent les activités qui sont réalisables. Je pense par exemple aux biens qui sont des monuments historiques dans lesquels vous n'avez pas le droit de faire ce que vous voulez. Et la dernière chose, c'est que il faut que ce soit compatible avec la localisation de l'immeuble, donc en fait avec sa situation dans la ville, dans la rue dans laquelle il est situé, que du coup il n'y ait pas d'incompatibilité entre l'activité qui est prévue et la situation, localisation de l'immeuble. Dernière condition, là comme tout à l'heure, il faut qu'il n'y ait pas de motif grave et légitime permettant au bailleur de refuser le changement d'activité. Donc là, je vais me permettre de donner un petit peu plus d'exemples. Tout à l'heure, j'en ai donné un, donc ce serait le non-paiement répété du loyer. Vous avez aussi le fait d'identifier un risque pour la structure du bâtiment. Si par exemple, vous aviez une activité qui nécessitait pas de stocker de matériel, et là maintenant vous avez un gros stockage, le fait de devoir dans une pièce stocker énormément de matériel, ça peut avoir une incidence sur le bâtiment si vous êtes en pleine ville avec des constructions qui sont des fois un petit peu fragiles ou qui supportent pas forcément les poids. Ça pourrait être une situation. Vous pourriez avoir aussi, dans ce qui revient souvent, notamment sur les cas pratiques, l'existence d'une clause d'exclusivité. Alors pour le coup, pas avec ce locataire-là, mais le bailleur, le propriétaire, en fait, peut être propriétaire de plusieurs locaux commerciaux pour lesquels, en fait, il a différents locataires qui exercent différentes activités et il est possible que dans un autre bail, il ait été prévu une clause d'exclusivité, donc permettant au locataire d'être le seul à réaliser l'activité. Auquel cas, dans cette situation-là, si la nouvelle activité proposée par le locataire vient en confrontation avec les droits des autres locataires du même propriétaire, à ce moment-là, le propriétaire a le droit de s'y opposer. En termes de procédure cette fois-ci, donc on a expliqué tout à l'heure que c'était uniquement une information pour la déspécialisation simple. Ici, vous l'avez compris, on est sur une demande d'autorisation. Non seulement, donc des fois, vous faites la demande d'autorisation au bailleur et vous avez une obligation d'information aux créanciers qui sont inscrits sur le fonds. Donc si je le dis autrement, c'est-à-dire aux créanciers que vous avez qui ont une garantie qui est posée sur le fonds. Je m'explique, il y aura d'autres vidéos sur ce sujet, mais pour autant, vous avez le droit pour avoir une priorité quand il y a une dette en fait qui vous est due. Quand vous devez récupérer une créance, parce qu'une dette, c'est, dans ce sens-là, c'est bizarre. Quand vous devez récupérer une créance, vous avez le droit d'avoir une priorité sur le remboursement. Et pour avoir cette priorité-là, vous avez le droit d'avoir une garantie. Celle qu'on connaît en général, c'est l'hypothèque. Vous en avez entendu, sans doute dans les séries, tout ça. L'hypothèque, c'est du coup une garantie qui est fixée sur un bien
immobilier et donc qui vous permet d'être prioritaire en gros sur le remboursement, notamment concernant ce bien-là. Donc là, ce serait l'idée. Si jamais vous avez des créanciers qui sont inscrits sur le fonds, vous êtes obligé de les informer du changement d'activité. Dans la procédure, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, éventuellement si le propriétaire a différents locataires, il va informer les autres locataires du changement d'activité, surtout si ça risque de porter préjudice, et donc l'un des locataires peut s'opposer au changement d'activité. En termes de délai derrière, pour que le bailleur puisse donner sa réponse, le délai est fixé à 3 mois pour autoriser ou pas le changement d'activité. Par contre, un point de vigilance, en cas de silence, on aurait peut-être tendance à se dire que si le propriétaire ne répond pas, c'est parce qu'il n'est pas d'accord. Dans cette situation-là, le silence vaut acceptation. Donc si le bailleur n'a pas répondu dans les 3 mois, enfin au-delà des 3 mois, on considère donc qu'il a accepté le changement d'activité. Deuxième droit à la cession du bail. Je vous invite à reprendre pour le coup le schéma de tout à l'heure, puisqu'en fait ça fait lien. Si vous voulez aller voir le contenu exact, c'est l'article L145-16 du Code de commerce. Donc on a expliqué tout à l'heure que dans les éléments du fonds de commerce, vous aviez le droit au bail, ce qui fait que est associé le droit du locataire à céder le bail. Je m'explique. Quand vous vendez le fonds de commerce comme une unité avec ses différents éléments, vous avez le droit de céder avec ce bien-là le droit au bail si vous étiez locataire du bien, puisque ça fait partie du fonds de commerce. En revanche, il est possible dans une clause du bail de prévoir que la cession du bail seule n'est pas possible. Par contre, dès lors que c'est prévu avec la vente du fonds de commerce, c'est impossible de l'interdire. Autrement dit, là aussi, dans un cas pratique, vous pourriez avoir une clause qui interdit toute cession du bail. Il faudrait du coup revenir sur la définition du bail commercial avec ses différents éléments et indiquer qu'il est interdit d'interdire la cession du bail. Donc en fait, que forcément cette cession-là est possible. En revanche, vous avez quand même une limitation qui est prévue, qui est validée par la jurisprudence. C'est ce qu'on appelle la clause d'agrément. Peut-être que vous en avez déjà un tout petit peu entendu parler concernant le droit des sociétés, parce que c'est un mécanisme assez courant. Pour autant, c'est possible et c'est valable concernant le bail commercial. Qu'est-ce que c'est la clause d'agrément ? C'est une clause par laquelle le propriétaire s'autorise le droit, se donne le droit en fait de donner son accord au nouveau locataire. Donc bien sûr, il faudrait que l'accord ou le refus soit pas, enfin surtout le refus, mais il faudrait que le refus soit pas abusif. Pour autant, cette clause-là a été validée en jurisprudence. Troisième droit, le droit de préférence. Là aussi, en termes d'article, c'est l'article L145-46- du Code de commerce. Ça recouvre une situation particulière puisqu'on serait dans le cas où le propriétaire du bien immobilier voudrait vendre son bien immobilier. À ce moment-là, comme il y a un locataire qui exerce une activité commerciale dans le bien, il a un droit de préférence. Techniquement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si le propriétaire souhaite vendre son bien immobilier, il a l'obligation d'informer en fait le locataire de son intention de vendre par lettre recommandée. Ça vaut offre de vente. Donc le locataire derrière a le droit soit d'accepter et du coup d'acheter le bien immobilier, soit de refuser. Et si jamais il refuse, dans ce cas-là, le propriétaire a le droit de vendre à n'importe qui d'autre finalement. En termes de délai, à partir du moment où le propriétaire a notifié son intention de vente, le locataire a 1 mois pour répondre, pour accepter ou refuser cette vente. Le dernier point, c'est le droit au renouvellement du bail. Donc finalement, on va plus loin, hein. On a dit qu'il y avait un droit au bail commercial, mais il y a un droit aussi au renouvellement, ce qui veut dire qu'il y a un droit à avoir en durée un bail qui va dépasser les 9 ans, et donc c'est une prérogative du locataire, si vous m'avez bien compris. Donc la première chose à dire, c'est que comme le droit au bail, le droit au renouvellement, c'est un élément fondamental concernant le fonds de commerce, et c'est en fait ce qui justifie qu'on parle pour le locataire de propriété commerciale, puisqu'en fait ça va permettre de garantir à celui qui réalise l'activité économique de pouvoir, selon sa volonté, être maintenu dans les lieux pour continuer à exercer son activité. La première chose à dire, donc je le redis, c'est déjà que le locataire n'est pas tenu au renouvellement, c'est bien un droit qui lui incombe. Ça veut donc dire que, on l'a expliqué tout à l'heure, il a la possibilité de donner congé à chaque fois
à chaque période de 3 ans, donc au bout de 3, 6 ou 9 ans à la fin du bail. Donc il a le droit de sortir du bien, et là pour le coup, puisque pour lui c'est un droit, il n'a pas à justifier d'une raison particulière, contrairement au propriétaire qui lui, s'il veut sortir du bail à chaque période triennale, doit justifier d'une raison particulière. Je reviens pas dessus, vous repartirez en arrière sur la vidéo si vous en avez besoin. Au niveau du droit au renouvellement, la première chose à dire, c'est que du coup, vous avez des conditions à respecter pour que vous ayez la possibilité de demander le renouvellement. Première condition qui paraît évidente, il faut que le bail existe. Deuxième condition, il faut qu'il ait été que l'activité en fait commerciale ait été réalisée pendant les 3 dernières années. Alors je l'écris pas en entier pour une histoire de place, mais précédant le renouvellement. Autrement dit, si vous avez un bail de 9 ans, il faut que vous ayez continué à exercer l'activité jusqu'à l'échéance du bail, auquel cas, s'il y avait plus d'activité depuis 3 ans, en fait, vous n'avez pas le droit de demander le renouvellement, puisque de fait, il n'y a plus d'activité commerciale réalisée dans le bien. Troisième condition, il faut que le locataire soit bien le propriétaire du fonds, puisque l'objectif est de préserver sa propriété commerciale. S'il n'est pas les deux, en fait, il n'est pas légitime à demander ce renouvellement. Et la dernière situation, c'est qu'il faut que le locataire soit en règle, donc il faut qu'il soit immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises. À ces conditions-là, s'il y a un bail, etc., le locataire a droit au renouvellement de son bail. Et donc là, on va expliquer en termes de conditions comment ça fonctionne. Et pour ça, le mieux est de fonctionner avec une frise chronologique. Donc vous avez le début du bail, on va fixer un bail de 9 ans, vous avez ici la fin, échéance du bail, donc là n plus 9, et donc vous avez un moment charnière qui est moins 6 mois avant l'échéance, ici. Donc en fait, en termes de période, vous allez avoir 2 phases, si vous voulez, successives. La première phase qui est une phase d'action pour le propriétaire, et la deuxième phase qui est une phase d'action pour le locataire à défaut, donc si le propriétaire n'est pas intervenu. Donc sur le principe, voilà comment ça fonctionne. Vous avez donc la fin du bail qui est prévue, la date charnière de fin du bail moins 6 mois, avec dans un premier temps l'action du propriétaire qu'on va détailler tout de suite, puis l'action du locataire. Donc je reviens concernant la procédure. La première chose à en dire déjà, c'est que à l'échéance, le bail ne s'arrête pas automatiquement. Autrement dit, si personne ne fait rien, vous avez ce qu'on appelle une tacite reconduction. Ce serait finalement une application de l'expression qui ne dit mot consent. Donc en fait, là, personne n'a rien fait, personne n'a pensé qu'on arrivait à terme, donc finalement, le bail va se prolonger de façon implicite, sans limitation de durée, finalement, jusqu'à ce que quelqu'un finisse par agir. Sinon, dans la procédure classique, à défaut finalement de n'avoir rien fait, ce qui est prévu, c'est dans le premier temps une phase d'action qui est la phase d'action, donc on disait du propriétaire, donc propriétaire qui lui est le bailleur, donc c'est lui qui donne à bail le bien. Donc ce que j'expliquais, c'est que du coup, ce propriétaire, au moins 6 mois avant la date de fin du bail, il a la possibilité de donner congé avec offre de renouvellement. Donc ça, c'est la première étape, et c'est ce qui est prévu, puisque, étant propriétaire, normalement, c'est à lui d'agir. La première chose à en dire, c'est qu'en termes de forme, normalement, cette demande de congé avec offre de renouvellement est faite par acte de commissaire de justice, donc l'ancien huissier, ou par lettre recommandée avec avis de réception. Bien sûr, c'est une demande de congé, donc le bailleur de fait offre le renouvellement. Pour autant, le droit au renouvellement revient au locataire. Donc suite à cette demande, il a la possibilité soit d'accepter le renouvellement, soit de refuser le renouvellement. Et dans ce cas-là, il va sortir du bien. C'est pour le coup son choix. À savoir que du coup le bailleur peut, au titre du renouvellement, parce que c'est un nouveau bail quelque part, le bailleur va pouvoir proposer dans ce cas-là un nouveau loyer. Les parties peuvent donc se mettre d'accord, discuter selon le principe de la liberté contractuelle, et dans ce cas-là, si le locataire
finit par accepter le renouvellement, mais qu'en revanche, il n'est pas d'accord sur le montant du loyer qui est fixé, le juge va intervenir pour éventuellement fixer le nouveau loyer. Dans la deuxième étape, vous avez donc l'intervention du preneur à défaut de congé avec offre de renouvellement. Le locataire va donc pouvoir ici intervenir et en fait il reprend la main sur la procédure pour avoir simplement le droit de poursuivre son activité dans le local dans lequel il l'exerce déjà. En termes de procédure, donc à compter des 6 mois, le locataire va pouvoir former sa demande à tout moment. À ce moment-là, et donc à partir du moment où il a fixé sa demande, puisqu'en fait ça peut être tout de suite à partir de 6 mois, mais ça peut être plus tard, en termes de délai, le bailleur aura 3 mois pour répondre, donc pour accepter ou refuser la demande de renouvellement faite par le locataire. En termes de forme, c'est comme tout à l'heure, soit par lettre recommandée, soit par acte de commissaire de justice. Et là aussi, il peut y avoir proposition d'un nouveau loyer qui peut être accepté ou non par le nouveau propriétaire. Comme tout à l'heure, à défaut de réponse dans les 3 mois, le bailleur est considéré comme avoir accepté. Donc dans ce cas-là, il y a renouvellement du bail et donc il repart pour une nouvelle durée. Demande de renouvellement, oui, mais on a expliqué que le renouvellement était un droit pour le locataire preneur. Donc si finalement lui est obligé de faire la demande de renouvellement, on redonne la main au propriétaire qui a le droit soit d'accepter, soit de refuser. Sauf que s'il refuse, c'est contraire au droit au renouvellement qui était prévu initialement. Dans cette situation-là, on l'oblige pas à renouveler. Par contre, s'il fait sortir le preneur, il a une obligation de payer ce qu'on appelle une indemnité d'éviction. Autrement dit, dans la situation où la sortie du bien n'est pas due au locataire mais au propriétaire, le propriétaire est obligé d'indemniser le préjudice subi par le locataire par cette obligation de sortir du bien dans lequel il exerçait son activité commerciale. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous êtes boulanger, le fait que vous réussissiez à bien vendre vos pâtisseries, vos pains, c'est dû au fait, bien sûr, que vous êtes bon et que du coup les clients aiment votre prestation, mais c'est aussi dû notamment à la localisation géographique de votre commerce. Si vous êtes obligé de déménager à 15 km, même si les gens aiment vos pâtisseries, c'est pas certain du tout qu'ils vont vous suivre et qu'ils vont accepter de faire un trajet supplémentaire pour venir acheter vos pâtisseries. Le fait d'être obligé de changer de local crée donc un préjudice pour le locataire, de fait, simplement parce qu'il est obligé de déménager et que ça peut porter préjudice à la réalisation de son activité. Comment est-ce qu'on calcule cette indemnité d'éviction ? Vous avez plusieurs critères à prendre en compte. La première chose déjà, c'est la valeur marchande du bien, du fonds de commerce en fait, qu'il a, puisque vous allez pouvoir évaluer en fonction du chiffre d'affaires, etc., la valeur du fonds de commerce, mais sont aussi ajoutés des frais, on va dire, annexes, puisque vous pourriez y ajouter dans l'indemnité les frais de déménagement et de réinstallation dans un autre local, puisqu'en fait le locataire le subit, il est obligé d'aller ailleurs, et vous pourriez également y trouver des frais de mutation, donc en fait les frais que vous devez payer lorsque vous achetez un autre fonds de commerce pour pouvoir continuer à exercer votre activité. Donc bien sûr, cette indemnité d'éviction, c'est dans la situation où il n'y a pas de motif grave et légitime qui s'oppose au renouvellement du locataire, vous m'avez bien compris. Le dernier point, donc par rapport au renouvellement, je le disais finalement un petit peu, c'est qu'à chaque fois on parle il peut y avoir proposition de loyer renouvelé, etc. Donc il faut savoir que le loyer renouvelé, comme en fait on repart quand même pas de zéro, il y avait un bail initial, vous avez donc un montant qui doit correspondre normalement à la valeur locative au niveau du loyer. S'il y a une hausse du loyer qui est prévue, en principe, la hausse du loyer prévue est plafonnée, comme on l'a expliqué tout à l'heure, à la variation de l'indice. Donc ce qu'on expliquait, si sur la période ça a pris 10%, on ne peut pas augmenter le loyer de plus de 10%, sauf exceptions qui permettent de déplafonner. Je vous renvoie au début de la vidéo si vous en avez besoin. Le dernier point, je vais changer de couleur parce que c'est un peu particulier. Le dernier point, c'est ce qu'on appelle le droit de repentir.
Alors pareil, si vous voulez aller regarder un peu plus en détail, c'est L145-58. Il faut savoir que le bailleur a la possibilité, s'il avait d'abord refusé le renouvellement, de finalement consentir au renouvellement du bail pour en fait éviter de payer l'indemnité d'éviction. La seule condition, c'est que pour ça, il faut que le locataire n'ait pas encore loué un autre local. Donc finalement, on lui octroie ce droit-là parce qu'en fait, ça rend service à tout le monde et ça permet au locataire de rester finalement dans le bien. J'espère que les choses sont plus claires concernant le fonds de commerce. C'est un chapitre qui est extrêmement dense, il y a énormément d'informations. Donc s'il y a des choses sur lesquelles j'ai pas développé suffisamment d'informations ou pour lesquelles vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et si jamais vous ne voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!